Il y a un chiffre qui aide à comprendre l'importance de la France sur la carte européenne. Le pays concentre 4 des 9 corridors de transport les plus stratégiques d'Europe. Et aujourd'hui, il est au cœur du plus grand cycle de construction ferroviaire de son histoire, avec des chantiers qui avancent simultanément sous les Alpes, dans le sud-ouest et le long de la côte méditerranéenne. Cette transformation fait partie du RTET, le réseau transeuropéen de transport, lancé par l'Union européenne en 1996, pour intégrer les systèmes de transport du continent. Au fil des années, le projet est devenu l'un des plus grands programmes d'infrastructure au monde. Il prévoit 15 000 km de lignes à grande vitesse, la connexion à 94 ports, l'intégration à 38 aéroports stratégiques et la suppression des goulets d'étranglement qui freinent encore le commerce entre les pays. Aujourd'hui, environ 70% des marchandises européennes circulent par la route. L'objectif, c'est de transférer la moitié de ce volume vers le rail et les voies d'un navigable d'ici 2050. Dans cette vidéo, vous verrez comment la France est devenue le cœur de cette transformation, quels projets sont en train de redessiner son réseau ferroviaire et comment ces chantiers pourraient changer l'avenir de la mobilité en Europe. La position de la France au sein du RTET n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de sa géographie. Le pays fonctionne comme un carrefour naturel entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre le nord industriel de l'Europe et la péninsule ibérique. 4 corridors européens traversent son territoire, le corridor atlantique, le corridor méditerranéen, le corridor mer du Nord Rhin-Méditerranée et le corridor Rhin-Danube avec entrée par Strasbourg. Chacun porte une logique de connexion bien précise. L'Atlantique relie le Portugal et l'Espagne à l'Allemagne en passant par Paris et Bordeaux. La Méditerranée connecte l'Espagne à l'Italie par le littoral sud de la France et le corridor du Nord passe par la frontière avec le Royaume-Uni avant de descendre jusqu'à Marseille. Et des goulets d'étranglement, la France en a. Le plus visible est géographique, les Alpes qui séparent le pays de l'Italie et la frontière sud avec l'Espagne qui ne dispose pas encore d'une liaison ferroviaire à grande vitesse continue entre les deux plus grands réseaux TGV d'Europe occidentale. Le deuxième goulet est opérationnel, une part significative du fret qui circule par les corridors européens utilise encore le territoire français uniquement comme corridor routier, en ignorant l'infrastructure ferroviaire parce qu'elle n'est tout simplement pas encore à la hauteur des exigences modernes en matière de capacité et de vitesse. Le premier et le plus ambitieux de ces projets se cache sous une frontière, c'est le tunnel de base du Mont-Cenis, connu sous le nom de Lyon-Turin, qui est en cours de creusement entre Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie française, et Suse, dans le Piémont italien. Avec 57,5 km de longueur, ce sera le plus long tunnel ferroviaire du monde à son achèvement, dépassant le détenteur actuel du record, le tunnel de base du Saint-Gothard, en Suisse. Mais ce qui rend le Lyon-Turin encore plus impressionnant que n'importe quel chiffre, c'est le problème qu'il résout. La traversée ferroviaire actuelle entre la France et l'Italie sur cet axe existe depuis 144 ans, monte à 1300 mètres d'altitude et oblige les trains de marchandises à travailler avec des rampes de 3%, ce qui consomme jusqu'à 40% d'énergie électrique en plus et nécessite plusieurs locomotives pour un seul convoi. Le tunnel existant ne dispose que d'un seul tube pour les deux sens de circulation, ce qui limite drastiquement sa capacité. Le nouveau tunnel change tout cela de façon radicale, 2 tubes indépendants, un profil de plaine avec une inclinaison maximale de 1,2% et une vitesse maximale de 220 km/h pour les passagers et de 120 km/h pour le fret lourd. Le trajet entre Lyon et Turin, qui prendrait aujourd'hui plus de 4 heures par la ligne historique avec ses fortes rampes, tombera à environ 2 heures. Le creusement n'est pas une opération simple. Le massif alpin est composé de roches de nature extrêmement variées, avec des zones de granit compactes alternant avec des failles géologiques soumises à de fortes pressions d'eau et de chaleur. Les tunneliers, en opération côté français, mesurent chacun plus de 100 mètres de longueur et avancent avec une précision chirurgicale à des centaines de mètres sous les sommets. Début 2026, les excavations totalisaient déjà 46,6 km de galeries entre les deux pays, en additionnant tous les fronts actifs, et le premier des 4 puits de ventilation côté français était déjà opérationnel, ventilant des zones de travail à 500 mètres de profondeur. Quand le pic d'activité sera atteint, plus de 4000 travailleurs seront mobilisés en même temps sur les 12 fronts de chantier répartis dans la vallée de la Maurienne et dans la plaine de Suse. Le coût actualisé du projet, révisé en 2024 par l'opérateur public franco-italien,
TELT, après l'impact de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur les prix de l'acier et de l'énergie, a atteint 11,1 milliards d'euros pour le seul tronçon transfrontalier, avec une livraison prévue pour 2033. L'Union européenne finance 50% de ce montant et le reste est partagé entre la France et l'Italie. Mais que représente cet investissement concrètement pour le corridor ? Les prévisions indiquent donc que le Lyon-Turin transférera vers le rail une part substantielle des quelques 2200 camions qui franchissent chaque jour le passage alpin dans cette région, réduisant significativement la pollution dans les vallées et l'usure de l'infrastructure routière. Mais le projet n'est pas à l'abri des tensions. Les coûts croissants et les retards accumulés ont suscité des critiques de la part de la Cour des comptes européenne, qui a publié un rapport contestant le rythme des travaux et le rapport coût-bénéfice du projet. Le TELT a répondu point par point, rappelant que la base de comparaison d'origine était un projet à tube unique dans les années 1990, complètement différent de la version à 2 tubes approuvée en 2015. Ce qui sépare encore le chantier de l'exploitation, c'est l'achèvement des tunnels d'accès côté français, entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, dont l'étendue des études et du financement reste en discussion dans le cadre du plan national d'infrastructure. Le deuxième grand projet qui redessine la carte ferroviaire française se situe dans le sud-ouest, et son impact est plus immédiat pour des dizaines de millions de personnes. Le grand projet ferroviaire du sud-ouest, connu sous le sigle GPSO, est le prolongement de la ligne à grande vitesse qui relie aujourd'hui déjà Bordeaux à Paris en 2h04, inaugurée en 2017. Le GPSO crée 2 nouveaux embranchements à partir de Bordeaux, l'un en direction de Toulouse et l'autre descendant vers Dax en direction de la frontière espagnole. Les chiffres du GPSO sont parlants. Le projet réduit le trajet Bordeaux-Toulouse de 2 heures à environ 1 heure et relie enfin Toulouse à Paris en 3 heures au total, créant une véritable alternative à l'avion sur cet axe qui est l'un des plus empruntés du pays. Par ailleurs, la nouvelle ligne permet à Dax, aujourd'hui à 75 minutes de Bordeaux en train, de passer à environ 55 minutes. Et surtout, elle ouvre la voie pour compléter le corridor atlantique européen en direction de l'Espagne, en connectant le réseau TGV français au système à grande vitesse AVE espagnol de façon directe sur cet axe. Le coût estimé pour la phase 1 du projet, qui couvre les tronçons Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, est d'environ 14 milliards d'euros répartis entre l'État français, les collectivités territoriales des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne. Les travaux préliminaires ont déjà commencé. Depuis février 2024, des interventions de mise en capacité sont en cours au nord de Toulouse et depuis octobre 2024 au sud de Bordeaux. Le lancement des grands travaux de génie civil est prévu pour 2028, avec la pose des équipements ferroviaires à partir de 2030 et une mise en service projetée pour 2032. En mai 2026, le gouvernement français a réaffirmé le calendrier du projet et annoncé le versement de 410 millions d'euros à l'Agence de financement des infrastructures de transport pour couvrir les dépenses de 2026 et 2027, confirmant également la hausse de l'investissement annuel dans la rénovation du réseau existant de 3 milliards à 4,5 milliards d'euros à partir de 2028. Le défi du GPSO n'est pas seulement d'ordre technique, il est aussi politique et financier. Une note interne du ministère des Finances, divulguée au second semestre 2025, listait la LGV Bordeaux-Toulouse parmi les possibles sources de coupes budgétaires, provoquant plusieurs semaines de pression politique. Le président de l'agence GPSO a répondu en affirmant que le financement était garanti et qu'aucune modification du calendrier n'avait été demandée. À ce jour, le désaccord semble réglé, mais l'épisode illustre la tension permanente qui existe entre les ambitions de connectivité à long terme et les contraintes fiscales du quotidien politique. Ce qui manque encore pour que la ligne soit pleinement viable, c'est la consolidation du plan de financement pour les tronçons d'accès et l'achèvement des procédures d'acquisition des terrains le long du tracé. Le troisième projet complète l'arc sud de la carte ferroviaire française et boucle le corridor méditerranéen européen. C'est la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, le dernier maillon manquant pour connecter le réseau à grande vitesse français à la ligne espagnole qui arrive déjà à Barcelone par le côté du Perthus.
La situation actuelle est paradoxale. Il existe un tunnel transfrontalier entre Figueras et Perpignan qui fonctionne depuis des années, mais côté français, la ligne entre Montpellier et Perpignan est une ligne conventionnelle du littoral, saturée, vulnérable aux tempêtes et incapable d'absorber simultanément la croissance du trafic régional et international. Le projet résout cela avec une ligne nouvelle de 150 km, complémentaire à la ligne existante, avec 2 nouvelles gares et 30 km supplémentaires de voies de raccordement. La phase 1, entre Montpellier et Béziers, a été déclarée d'utilité publique en 2023, avec un début des travaux prévu pour 2029 et une mise en service en 2034. La phase 2 de Béziers à Perpignan est actuellement en phase de concertation publique pour définir le tracé et la vocation de la ligne, avec une conclusion envisagée pour 2040. Une fois achevée, la liaison permettra de réduire significativement le temps de trajet entre Paris et Barcelone par la voie méditerranéenne et surtout, elle créera de la capacité pour le fret ferroviaire qui évite aujourd'hui cette bande côtière précisément à cause de la saturation de la ligne existante. L'impact de ces 3 chantiers sur la mobilité concrète de ceux qui vivent ou travaillent dans ces territoires est plus facile à ressentir qu'à calculer. Un chauffeur routier qui traverse aujourd'hui les Alpes par le Fréjus aura, avec le Lyon-Turin, la possibilité de charger son véhicule sur un train et d'arriver en Italie en consommant une fraction de l'énergie et du temps. Un voyageur d'affaires qui fait aujourd'hui le trajet Toulouse-Paris en avion aura, avec le GPSO, une alternative ferroviaire qui concurrence directement l'avion en temps de porte à porte, sans fil d'embarquement et sans l'empreinte carbone correspondante. Un importateur du sud de la France qui achemine des marchandises entre Marseille et Barcelone aura, avec la nouvelle ligne méditerranéenne, un corridor ferroviaire de fret avec une capacité réelle et une fiabilité climatique qui n'existe tout simplement pas aujourd'hui. L'ensemble de ces chantiers est en substance la réponse physique de la France à une question que le continent européen se pose depuis des décennies. Comment connecter des économies puissantes, séparées par des montagnes, des frontières linguistiques et des infrastructures héritées du XIXe siècle, d'une façon qui fasse sens à la fois sur le plan logistique et sur le plan climatique. SNCF Réseau, à lui seul, a programmé 1700 grandes interventions sur le réseau existant pour 2026, un investissement de 6 milliards d'euros pour maintenir en état ce qui existe déjà pendant qu'on construit ce qui n'existe pas encore. Cela donne la mesure de l'effort. En même temps qu'elle creuse sous les Alpes, la France modernise 6900 km de réseau classés comme central par la réglementation européenne. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de construire des tunnels et des lignes à grande vitesse comme outil de décarbonation? Dites-le en commentaire. C'est la chaîne La Grande Construction, likez la vidéo, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.